La salle de sport fonctionne comme une horloge prévisible, presque automatique, où chacun occupe toujours le même espace, répète les mêmes exercices, suit les mêmes séries et vit dans l'illusion d'avoir entièrement compris comment ce petit univers fonctionne. Les horaires se répètent, les corps bougent selon des schémas familiers et les regards s'habituent à classer rapidement qui paraît fort, qui paraît faible, qui appartient et qui est ignoré. Dans cette routine confortable naît une certitude silencieuse. Rien ici ne peut échapper à ce qui est attendu. Avec le temps, cette répétition crée une fausse sensation de contrôle. La force commence à être mesurée uniquement par l'apparence, l'expérience est jugée à la taille des muscles et le respect devient sélectif, accordé seulement à ceux qui correspondent au modèle visuel accepté. Peu réalisent que cette habitude d'édicter les gens n'est qu'un raccourci mental, une manière paresseuse d'interpréter la réalité sans vraiment l'observer. Tout semble stable, prévisible et sûr jusqu'à ce que quelque chose échappe au scénario. C'est à ce moment qu'un seul détail hors norme commence à créer de la tension. Un geste simple, une attitude inattendue ou une personne sous-estimée suffit à briser l'harmonie artificielle du lieu. Ce qui paraissait évident devient confus et la confiance bâtie sur les apparences commence à s'effondrer. L'inconfort ne vient pas de la rupture de la routine elle-même, mais de la prise de conscience que les certitudes étaient fragiles et mal fondées. Lorsque l'inattendu survient, la salle cesse d'être un simple espace d'entraînement physique et devient un miroir dérangeant. Elle révèle à quel point nous jugeons trop vite, à quel point nous faisons confiance aux standards visuels et à quel point nous ignorons la profondeur qui existe derrière des fonctions simples et silencieuses. Le choc ne vient pas de la force révélée, mais de l'erreur d'interprétation commise dès la première seconde. La routine continue, les poids restent au sol, mais quelque chose change intérieurement. La perception que quelques instants ont suffi pour exposer la limite de notre compréhension des personnes, de la force et de la réalité. Il n'y a eu ni provocation, ni défi direct, ni parole annonçant un affrontement. Il n'y avait qu'un objet déplacé de son usage habituel, quelque chose qui ne devait pas être là, utilisé d'une manière qui ne correspondait à aucune logique préalablement acceptée. Cela ne ressemblait ni à un test de force, ni à une blague évidente, ni à une démonstration planifiée, juste un détail déplacé dans un environnement qui dépend de la prévisibilité pour fonctionner. C'est précisément dans ce type de rupture silencieuse que l'esprit entre en conflit. Quand quelque chose échappe au modèle qu'il reconnaît, il n'y a pas de place pour une réflexion profonde. La première réaction n'est ni la curiosité, ni l'ouverture, mais le rejet immédiat, un malaise presque automatique, le besoin d'écarter ce qui menace l'ordre mental construit au fil du temps. L'étrange est perçu comme une erreur, le différent comme inapproprié. À cet instant, l'objet cesse d'être simplement un objet. Il devient un symbole de désorganisation, un rappel que les règles invisibles du lieu peuvent être brisées sans avertissement. La réaction ne naît pas d'un danger réel, mais d'une attente brisée. Ridiculiser, ignorer ou minimiser devient une façon rapide de restaurer l'illusion de contrôle. L'inconfort grandit parce qu'accepter ce qui se passe exigerait d'admettre quelque chose de plus profond, que tout ne doit pas avoir un sens immédiat, que toute force ne se présente pas de la manière attendue et que le regard entraîné à juger rapidement peut se tromper. Ainsi, avant même que la réalité ne se révèle complètement, elle est déjà rejetée, non par manque de preuves, mais par excès de certitude. Avant même qu'on prenne le temps d'observer réellement, la conclusion est prête. L'étiquette précède l'analyse, le jugement précède le doute. Dire que c'est faux ou absurde demande moins de courage que d'admettre qu'on ne sait peut-être pas autant qu'on le croit. Nier est confortable, remettre en question sa propre perception ne l'est pas. Admettre que quelque chose peut être vrai oblige à faire face à une limite interne, celle de son propre savoir, et cela blesse l'ego, surtout dans des environnements où la confiance repose sur l'apparence, le statut et des certitudes silencieuses. Alors l'esprit choisit la voie la plus facile, discréditer, ironiser, minimiser, tout pour éviter de revoir d'anciennes convictions. La vérité n'est même pas évaluée, elle est écartée avant d'avoir pu se montrer. Le problème n'est pas l'erreur, mais la résistance à la reconnaître. Accepter qu'on puisse se tromper signifie abandonner, ne serait-ce qu'un instant, la sensation de supériorité. Et pour beaucoup, cette petite chute du piédestal intérieur semble plus menaçante que de continuer à croire en quelque chose de mal compris. Ainsi, la conclusion hâtive ne naît pas des faits, mais de la peur. Peur d'apprendre, peur de changer,
peur de découvrir que la réalité dépasse l'ensemble limité de certitudes construites pour se sentir en sécurité. Quand il soulève la serpillière avec un contrôle absolu, sans la moindre expression d'effort et sans intention visible d'impressionner, quelque chose change instantanément dans l'atmosphère. Le mouvement est propre, précis, trop silencieux pour être ignoré. Pas d'exagération, pas de posture, pas de spectacle. Et c'est précisément pour cela que la scène provoque un court-circuit collectif. La salle entière entre dans un état suspendu, les conversations s'arrêtent, les regards se croisent et personne ne sait expliquer le malaise. Ce n'est pas la force en elle-même qui choque, mais la naturalité avec laquelle elle se manifeste, brisant toutes les attentes construites quelques secondes auparavant. La répétition renforce l'évidence. Ce n'est ni un hasard ni un tour isolé. Plus le geste se répète avec précision, plus il devient impossible de l'attribuer à une illusion. Le poids réel finit par être mentionné et avec lui disparaissent les excuses. Les chiffres ne négocient pas avec l'ego. Le silence devient plus lourd que l'objet lui-même. Ce n'est pas la jalousie qui domine, ni la colère, mais la prise de conscience que la force n'est peut-être pas là où l'on pensait. L'ego ne s'enflamme pas, il se rétracte. Quand quelqu'un tente de reproduire le mouvement et échoue, la différence se révèle sans qu'un mot ne soit nécessaire. La hiérarchie invisible est redessinée, non pas par provocation, mais par contraste. La vérité s'impose sans humiliation explicite. Plus tard, le nom est révélé, mais il n'a plus l'importance attendue. L'essentiel s'est déjà produit. L'expérience a parlé avant l'identité. Le nom ne fait que confirmer ce qui était devenu évident. À la fin, la salle semble inchangée. Les machines sont à leur place, la musique continue, la routine reprend. Pourtant, quelque chose a été fissuré. Pas l'espace physique, mais la manière de le percevoir. Et cette fissure invisible dure bien plus longtemps qu'un entraînement.